Ma belle-mère a glissé une petite boîte, lourdement enveloppée de rubans adhésifs industriels, dans ma valise, juste pour m'empêcher de partir en vacances avec la famille. Elle a agi rapidement, supposant que j'étais complètement aveugle, face à sa supercherie. Debout à quelques pas de là, ma demi-sœur affichait un sourire narquois, ajustant l'appareil photo de son téléphone, pour immortaliser l'instant. Dans quelques minutes à peine, nous filmerons toute la scène, a-t-elle chuchoté, anticipant avec impatience mon arrestation humiliante. Elles avaient l'intention de me piéger, avec des produits illicites passibles de lourdes peines pénales, espérant que le scandale qui s'ensuivrait forcerait mon père à m'exclure de sa vie et à me rayer définitivement de son testament. Mais elles n'avaient absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'ai jamais ouvert cette boîte mystérieuse, mais j'ai veillé à ce qu'elle finisse, exactement là où elle devait être. 10 minutes plus tard, au poste d'inspection de sécurité de l'aéroport, l'alarme a retenti. Les lumières rouges clignotantes, ainsi que le strident crissement mécanique, ne visaient pas mes bagages. Au lieu de cela, le visage de ma belle-mère est devenu complètement livide, et ma demi-sœur a commencé à hurler de pure terreur, alors que l'équipe de sécurité armée encerclait rapidement la zone d'inspection. Le piège, qu'elles avaient si méticuleusement tendu, venait de se refermer, mais pas sur la cible qu'elles espéraient. Je m'appelle Stella, et j'ai 32 ans. Je travaille en tant que directrice de la conformité et de la gestion des risques en entreprise. Toute ma carrière professionnelle repose sur un principe, identifier les menaces cachées et les neutraliser avant qu'elles ne causent des dégâts. Avant de vous révéler, exactement, quel bagage a déclenché cette alarme douanière et comment leur plan sinistre s'est retourné contre elles, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous, si vous croyez que le karma finit toujours par frapper, en particulier pour ceux qui tentent de détruire leur propre famille. Le salon VIP de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle semblait aseptisé à l'extrême. J'étais assise, face à mon père. À côté de lui se trouvait ma belle-mère, Pamela, et ma demi-sœur, Aubrey, qui a 25 ans. Nous attendions notre vol pour Londres. Mon fiancé, Nolan, ne voyageait pas avec nous aujourd'hui. Il travaille comme auditeur financier légal et a dû rester sur place pour préparer des documents financiers. Mon père a terminé son appel téléphonique et a posé son appareil sur la table. Il s'est penché en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. J'ai finalisé le calendrier avec le conseil d'administration, a déclaré mon père. À notre retour de Londres, nous allons mettre en œuvre des changements structurels majeurs. J'ai engagé le cabinet de Nolan pour mener un audit préliminaire du grand livre financier de notre entreprise. De plus, ils procéderont à un examen complet du fonds de placement de la famille. J'ai observé Pamela attentivement. Elle s'est figée. Sa tasse de café s'est arrêtée, à mi-chemin de sa bouche. Elle a redescendu la tasse, la laissant produire un cliquetis sec contre la soucoupe. Elle a croisé le regard d'Aubrey. Aubrey a cessé de tapoter sur l'écran de son smartphone. Sa posture est devenue rigide. Elles ont échangé un regard rapide, et totalement terrifiées, avant de reporter leur attention sur mon père. J'ai compris, exactement, pourquoi Pamela paniquait en silence. Pamela agissait actuellement, en tant que responsable financière interne, pour l'entreprise de chaîne d'approvisionnement de mon père. Elle contrôlait strictement les flux de trésorerie quotidiens, ainsi que tous les rapports de dépenses internes. En plus de sa supervision au sein de l'entreprise, Pamela possédait une habitude de contrôle très spécifique, à la maison. Depuis des années, elle exigeait de conserver un trousseau de clés de rechange, pour absolument chaque bagage de notre foyer. Elle justifiait toujours cela, comme une mesure nécessaire, pour une gestion stricte des bagages lors des voyages internationaux. Elle exigeait un accès physique à tout ce que nous possédions. Or, mon père faisait maintenant venir un auditeur externe, pour examiner directement ces comptes si jalousement gardés. Le silence s'est prolongé à notre table. Pamela a forcé un sourire crispé, et peu naturel. Un audit, Brian ? Penses-tu vraiment que ce soit nécessaire, juste après des vacances en famille ? Nous avons nos propres comptables internes, qui sont hautement qualifiés.
Nous n'avons pas besoin que des étrangers fouillent dans nos comptes privés. C'est la procédure standard, Pamela, a répondu mon père, calmement. Nolan est exceptionnellement minutieux. Cela garantira que notre capital est parfaitement aligné avant d'entamer le prochain trimestre fiscal. Le conseil d'administration est entièrement d'accord avec ma décision. Aubrey s'est levée brusquement de sa chaise. Elle a attrapé son grand café glacé sur la table d'appoint. Elle a fait un pas vers le centre du salon, gardant les yeux fixés directement sur l'écran de son téléphone. Soudain, elle a poussé un petit cri aigu et a trébuché en avant, se tordant la cheville dans un mouvement hautement exagéré. Elle s'est jetée en avant, lançant ses 2 bras dans ma direction. Le gobelet en plastique lui a échappé des mains. Le liquide sombre a éclaboussé violemment la zone des sièges. Il a touché mes jambes de plein fouet, trempant le tissu clair de mon pantalon. Le reste du café a éclaboussé lourdement ma valise en tissu gris, qui reposait juste à côté de ma chaise. Je me suis levée d'un bond, éloignant immédiatement le tissu mouillé de ma peau. Aubrey se tenait là, gardant ses mains vides en l'air. « Oh mon Dieu, Stella, je suis tellement désolée, » a dit Aubrey. Sa voix manquait complètement de tout regret sincère. J'ai trébuché sur le bord du tapis. Je suis si maladroite aujourd'hui. Avant même que je ne puisse réaliser ce qui venait de se passer, Pamela est passée à l'action. Ses mouvements étaient rapides et hautement délibérés. Elle a attrapé une épaisse pile de serviettes, sur le comptoir des boissons le plus proche, et s'est précipitée directement vers ma valise. « Stella, tu dois aller te nettoyer à la seconde même, » a déclaré Pamela bruyamment, élevant la voix, pour s'assurer que les autres passagers du salon entendent son ton autoritaire. « Ce café glacé va complètement ruiner tes vêtements. Va aux toilettes immédiatement. Lave ça, avec du savon et de l'eau chaude. » J'ai baissé les yeux vers ma valise. Le liquide sombre s'infiltrait dans les poches extérieures en nylon. J'ai tendu la main vers la poignée rétractable pour emporter le sac avec moi. « Ne t'inquiète pas pour les bagages, » a insisté Pamela, en s'avançant. « Laisse le sac juste ici. J'ai des lingettes humides spéciales dans mon sac à main. Je vais frotter le tissu et nettoyer ta valise à la perfection pendant que tu t'occupes de ton pantalon. Nous embarquons bientôt, alors tu dois faire vite. » Elle s'est physiquement interposée entre moi et mes bagages. Elle a posé ses 2 mains fermement sur la poignée de mon sac, établissant un contrôle physique immédiat sur celui-ci. Elle a pointé le doigt sèchement vers les toilettes en marbre, à l'autre bout du terminal, refusant de me laisser toucher à ma propriété. 15 minutes avant l'embarquement de notre vol, je me tenais à l'intérieur des toilettes froides, fixant intensément le cadenas de ma valise. J'ai utilisé une serviette en papier humide pour tamponner la tache de café sur mon pantalon, mais mon attention est restée complètement fixée sur la serrure du bagage. Une éraflure fraîche et distincte marquait la surface du boîtier en laiton. Quelqu'un y avait inséré une clé en métal, de force. J'ai immédiatement arrêté de nettoyer mes vêtements. J'ai ouvert la fermeture éclair du compartiment principal, et j'ai poussé mes vêtements pliés sur le côté. J'ai passé mes doigts le long des bords inférieurs, jusqu'à ce que je sente une légère élévation anormale, dans la doublure structurelle. J'ai dézippé le séparateur interne en tissu, et je l'ai tiré en arrière. Dissimulé à la perfection, dans la cavité creuse de l'armature de la valise, se trouvait un paquet solide. Il avait à peu près la taille d'une boîte à chaussures standard. L'objet entier était enveloppé de manière serrée, dans de multiples couches de ruban adhésif industriel ultra résistant. Je n'ai ni paniqué, ni crié. Mon cerveau est instantanément passé en protocole strict de gestion des risques. J'analyse des menaces complexes pour gagner ma vie, et le schéma qui se dessinait devant moi était incroyablement évident. Pamela contrôlait les clés de rechange des bagages. Aubrey avait délibérément renversé le café pour me séparer de mon sac. Pamela avait explicitement exigé que je lui laisse la valise. Elles avaient eu besoin d'exactement 3 minutes pour cacher ce paquet. J'ai fixé la boîte scellée, comprenant l'ampleur fatale de leur supercherie. Elles ne voulaient pas juste m'ennuyer. Elles avaient l'intention de me piéger,
avec des produits illicites hautement répréhensibles. Elle voulait que la sécurité de l'aéroport les trouve en ma possession directe. Une arrestation policière créerait un scandale public massif et humiliant. Le cauchemar juridique qui s'ensuivrait dévasterait mon père, le forçant à me rayer immédiatement de son testament et de sa vie, afin de protéger la réputation de l'entreprise. Avec moi pourrissant dans une cellule de garde à vue, Pamela et Aubrey s'assureraient le contrôle total du fonds familial et annuleraient définitivement le prochain audit financier de Nolan. J'étais trop intelligente pour toucher à une pièce à conviction plantée là. J'ai refusé de laisser une seule trace microscopique de mon ADN sur ce ruban adhésif. Je me suis dirigée vers le distributeur automatique et j'ai sorti une épaisse pile de serviettes en papier sèche. Je les ai superposées soigneusement sur mes mains, créant ainsi une paire de gants de protection épais, de fortune. Lentement, j'ai plongé les mains dans la cavité de la valise et j'ai saisi les bords du lourd paquet. Je l'ai soulevé, en gardant les serviettes en papier fermement pressées contre le ruban adhésif. Je n'ai pas essayé de décoller les coins, ni d'enquêter sur le contenu spécifique. Connaître la nature exacte de la contrebande n'avait aucune importance. Éliminer la menace immédiate était ma seule priorité. J'ai ouvert mon grand manteau d'hiver en laine. J'ai glissé la lourde boîte profondément dans la grande poche intérieure, laissant le tissu épais dissimuler complètement la forme volumineuse. J'ai refermé la doublure interne de ma valise, j'ai arrangé mes vêtements à la perfection, et j'ai verrouillé la serrure extérieure. Elle semblait totalement intacte. Je suis sortie des toilettes, et je suis retournée tranquillement, dans l'effervescence du salon VIP. J'ai balayé la zone des sièges du regard, avec un détachement exercé. Mon père était assis sur sa chaise initiale, baissant les yeux sur sa tablette. Pamela se penchait lourdement au-dessus de la table basse en verre, lui parlant à toute vitesse. Elle bloquait intentionnellement son champ de vision, vers le reste de la pièce. À quelques mètres de là, Aubrey les ignorait complètement. Elle était occupée à ajuster un petit anneau lumineux et un trépied, sur une table d'appoint, orientant l'objectif de son téléphone directement vers la sortie du contrôle de sécurité. Son grand sac cabas de créateur reposait sur le sol juste à côté de sa chaise. La fermeture éclair supérieure était complètement ouverte, exposant ses trousses de maquillage et ses coussins de voyage. Les deux femmes étaient entièrement distraites par leur propre performance. Je ne me suis pas précipitée, ni n'ai fait de mouvement brusque. J'ai marché d'un pas régulier, et sans hâte, passant directement à côté de la chaise d'Aubrey. J'ai gardé mon bras gauche, complètement immobile. J'ai glissé ma main droite à l'intérieur de mon manteau. Dans un mouvement fluide et silencieux, j'ai laissé la boîte scellée glisser hors de ma poche intérieure. Elle est tombée tout droit, dans l'ouverture béante du sac d'Aubrey. Le lourd paquet a coulé instantanément, sous une épaisse couverture de voyage. J'ai continué à marcher, sans perdre le rythme. Je suis retournée à ma place à côté de mon père, et j'ai croisé les jambes. J'ai adressé à Pamela un sourire poli. 10 minutes plus tard, nous nous sommes tous les quatre fondus dans la foule en mouvement, au niveau de la zone de contrôle de sécurité. Le terminal bourdonnait, du bruit chaotique des roulettes de valises, et des instructions autoritaires. Des agents en uniforme dirigeaient les passagers, vers de multiples files d'attente sinueuses. Nous sommes entrés dans la file numéro 4. J'ai attrapé 3 bacs en plastique gris, sur la pile. Méthodiquement, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai retiré mon grand manteau en laine, et j'ai placé mon ordinateur portable à l'intérieur du récipient en plastique. J'ai soulevé ma valise en tissu gris, et je l'ai poussée en avant sur les rouleaux métalliques. Mon père est passé à travers le scanner corporel devant nous, récupérant sa mallette en cuir de l'autre côté. Aubrey se tenait juste derrière moi, soupirant d'impatience. Elle a jeté négligemment son sac cabas grand ouvert, dans un bac séparé, sans prendre la peine de ranger ses affaires. Pamela s'est délibérément positionnée, juste à côté de mon épaule. Elle a ignoré ses propres bagages, pour se concentrer entièrement sur mes réactions. Elle voulait un public captif, pour sa performance. Elle s'est penchée en avant, parlant assez fort pour que les agents de sécurité, postés près du détecteur de métaux, l'entendent clairement. Stella,
Tu as l'air incroyablement nerveuse en ce moment, a annoncé Pamela. Sa voix portait distinctement, par-dessus le bruit ambiant du contrôle de sécurité. Te sens-tu malade? Tu transpires. Tu agis de manière complètement paranoïaque, depuis que nous avons quitté le salon VIP. Y a-t-il quelque chose de caché dans tes bagages, qui te cause cette soudaine anxiété? Elle a tendu la main, essayant de toucher mon bras, pour simuler une profonde inquiétude. J'ai reculé d'un pas souple, évitant complètement son contact physique. J'ai gardé une expression neutre, et impassible. Je ne suis pas entré dans son jeu dramatique préfabriqué. Je savais qu'elle essayait désespérément d'établir un comportement suspect de référence pour les autorités. Elle voulait que les agents se souviennent de la fille anxieuse et transpirante lorsqu'ils retireraient inévitablement mon sac pour une fouille officielle. J'ai simplement poussé mes bacs plus loin sur le tapis et je suis entré dans le scanner à technologie d'imagerie avancée. J'ai levé les bras, j'ai planté mes pieds sur les repères jaunes et j'ai attendu que la machine pivote autour de mon corps. Je suis sorti du scanner et j'ai marché vers la table de récupération en acier inoxydable. Pamela s'est dépêchée de traverser le détecteur de métaux standard, juste après moi. Elle n'a même pas pris la peine de remettre ses chaussures. Ses yeux étaient complètement verrouillés sur les épais rabats en caoutchouc de la machine à rayons X. Elle se tenait parfaitement immobile, attendant le grand final de son plan, si méticuleusement construit. Ma valise grise a émergé des lourds rideaux de caoutchouc. Elle a glissé doucement sur le tapis roulant automatisé. Elle a complètement ignoré la voie de déviation, destinée aux inspections secondaires. L'opérateur de sécurité, fixant le moniteur haute définition, ne l'a pas signalé. Aucun agent armé ne s'est avancé pour intercepter ma propriété. Le voyant lumineux normal au-dessus du tapis est resté fixe. Calmement, j'ai tendu la main, j'ai retiré ma valise des rouleaux métalliques et j'ai sorti la poignée. Pamela s'est figée complètement. Son masque de fausse inquiétude s'est brisé en un instant. Elle a fixé directement ma valise, puis a reporté son regard vers l'ouverture sombre de la machine à rayons X. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Ses yeux allaient et venaient, dans une confusion absolue. Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi le piège n'avait pas fonctionné. Elle a fait un pas hésitant vers moi, les mains tremblant légèrement le long de son corps, réalisant que son plan avait déraillé. Avant que Pamela ne puisse formuler une question, le bac gris contenant le sac ouvert d'Aubrey a roulé sur le tapis principal des rayons X. Il a disparu dans le tunnel de numérisation. J'ai observé l'opérateur de sécurité, assis derrière son poste de contrôle renforcé. Sa posture détendue a changé en une fraction de seconde. Il s'est penché brusquement vers l'écran lumineux, plissant intensément les yeux, devant le rendu numérique de l'intérieur du sac. Il n'a pas hésité. L'agent a immédiatement abattu sa main sur un gros bouton situé sur sa console de commande. Le tapis roulant automatisé de la file 4 s'est arrêté instantanément. Un crissement mécanique brutal et strident a résonné, alors que les engrenages se bloquaient. Le bruit soudain a coupé net les conversations du terminal, figeant les passagers dans notre file. Une séquence de voyants d'avertissement jaune et brillant, montée juste au-dessus de la machine, a commencé à clignoter rapidement, selon un motif synchronisé et urgent. Ce signal visuel spécifique indiquait la présence d'un objet hautement suspect. L'agent s'est levé de sa chaise, bloquant la sortie du scanner. Il a décroché la lourde radio de sa ceinture de service, et l'a portée à son épaule. Quelques secondes seulement, après le blocage automatique du tapis, un agent a ordonné à Aubrey de s'écarter. Il l'a dirigé vers une table en acier inoxydable, désignée pour les inspections manuelles des bagages. Aubrey a levé les yeux au ciel, lâchant un soupir d'agacement bruyant et exagéré. Elle pensait clairement qu'il s'agissait simplement d'un inconvénient mineur, un simple bug technique retardant son vol. L'agent a récupéré son bac en plastique gris sur le tapis, et a placé son grand sac de créateur directement sur la surface métallique. Il a enfilé une paire de gants en nitrile bleu, tout neuf. Il a ouvert complètement le compartiment principal. Méthodiquement, il a repoussé sa couverture de voyage, ses lunettes de soleil de marque, et ses trousses de maquillage.
Ses mains gantées ont plongé au fond du sac et ont extrait le lourd paquet. C'était l'exact objet, de la taille d'une boîte à chaussures, fermement enveloppée dans d'épaisses couches de ruban adhésif industriel marron. L'agent n'a pas essayé de décoller le ruban adhésif, ni d'ouvrir la boîte. Il a reconnu la méthode de dissimulation instantanément. Il a reculé de la table d'inspection, maintenant une stricte distance physique avec l'objet suspect. Il a saisi sa radio d'épaule et a demandé l'intervention immédiate d'un superviseur, ainsi que de la police de l'aéroport. L'atmosphère du terminal a radicalement changé. En moins d'une minute, des policiers lourdement armés de la police aux frontières sont arrivés à la file 4. Ils ont rapidement formé un périmètre tactique autour de la table d'inspection, repoussant les autres passagers. Un officier supérieur s'est approché du paquet, a inspecté l'emballage extérieur et a confirmé qu'il correspondait au profil spécifique de produits de contrebande, hautement restreint par l'État. Il a reporté son attention, directement sur Aubrey. Il lui a ordonné de se retourner et de placer immédiatement ses mains dans le dos. Aubrey s'est figé, son attitude arrogante s'évanouissant complètement. 2 agents ont saisi ses poignets, les tirant fermement derrière son dos. Le cliquetis métallique net des menottes en acier qui se refermaient a résonné bruyamment par-dessus le brouhaha du terminal. Aubrey est tombé à genoux, hurlant de pure terreur, alors que la réalité d'une arrestation officielle s'abattait sur elle. Un officier a regardé directement notre groupe, qui se tenait à proximité. Il a demandé si quelqu'un voyageait avec la suspecte. Pamela a paniqué instantanément. Son instinct de survie primaire a complètement pris le dessus sur toute loyauté maternelle. Elle a fait 3 pas rapides en arrière, se distançant physiquement de sa propre fille biologique. Elle a levé ses 2 mains haut en l'air, secouant frénétiquement la tête. « Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est », a déclaré Pamela bruyamment, s'assurant que chaque officier dans les environs l'entende clairement. Elle a fait ses propres bagages ce matin. Je n'ai absolument rien à voir avec ses affaires personnelles. C'est une adulte, et elle doit assumer l'entière responsabilité de ses actes. Elle a complètement renié Aubrey en quelques secondes, pour se sauver d'une inculpation pénale. Aubrey s'est arrêtée de pleurer, pendant une fraction de seconde. Elle a regardé sa mère depuis le sol, totalement choquée par cette trahison impitoyable. Puis, le choc a muté en une rage hystérique et absolue. Aubrey s'est débattue violemment, contre les agents qui la maintenaient au sol. Elle a hurlé directement sur Pamela, sa voix se brisant sous l'effet d'une fureur totale. « Menteuse ! C'est toi qui as fait ça !» a hurlé Aubrey, luttant contre les menottes en acier. « C'est toi qui as les clés de rechange. Tu m'as dit de rester là, pendant que tu le cachais. C'est toi qui as monté tout ce coup. » Elle a sangloté violemment, exposant toute la conspiration, juste sous les yeux de la police. Elle a supplié les officiers d'arrêter Pamela à sa place, jetant sa mère en pâture tout aussi rapidement. Mon père se tenait là, complètement paralysé. Sa mallette lui a glissé des mains, heurtant le sol avec un bruit sourd. Il a observé la scène avec une horreur absolue. Sa famille immaculée, et soigneusement gérée, venait de se désintégrer en une violente dispute criminelle, juste devant ses yeux. Les officiers ont complètement ignoré cette joute verbale dramatique. Ils ont remis Aubrey sur ses pieds, et ont informé Pamela qu'elle était détenue en tant que suspecte principale, pour interrogatoire. Ils ont fait marcher les 2 femmes loin du contrôle de sécurité, ignorant les gémissements continus et résonnants d'Aubrey. Un officier restant s'est approché de mon père et de moi. Il nous a calmement demandé de le suivre, dans une salle d'entretien privée et séparée, pour fournir nos dépositions officielles de témoins. Environ 30 minutes après le chaos au contrôle de sécurité, mon père et moi étions assis, à l'intérieur d'une salle d'interrogatoire stérile et sans fenêtre. Une table en acier, boulonnée au sol, nous séparait d'un enquêteur de la police. L'officier tenait un bloc-notes standard et un dictaphone numérique. Il m'a regardé directement. Il a déclaré que Pamela se trouvait actuellement dans une autre pièce, m'accusant activement d'être responsable de la contrebande. Selon sa déclaration officielle, j'étais une fille profondément jalouse et instable, qui avait orchestré un coup monté massif.
Pamela affirmait que j'avais acquis le paquet illégal, que je l'avais caché dans mon propre manteau, et que je l'avais glissé dans le sac d'Aubrey, pour détruire leur vie, par pure méchanceté. Mon père a serré les poings, ouvrant la bouche pour me défendre farouchement, contre ces accusations absurdes. J'ai posé ma main sur son bras, lui ordonnant silencieusement de rester calme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai exprimé aucune indignation, et je ne me suis pas lancé dans un argumentaire défensif, contre ces allégations fabriquées. J'ai regardé l'enquêteur, et j'ai demandé une vérification technique, très simple. Je lui ai demandé de récupérer les images de vidéosurveillance standard, du réseau de sécurité commerciale de l'aéroport. J'ai spécifiquement demandé les angles de caméra couvrant la zone des sièges du salon VIP de la compagnie aérienne, et le couloir principal menant aux toilettes en marbre. Je savais que les salons d'aéroports haut de gamme maintenaient des systèmes d'enregistrement haute définition redondants, pour la sécurité des passagers, et pour des questions de responsabilité légale. L'enquêteur a hoché la tête, quittant la pièce pour une brève période. Il est revenu 15 minutes plus tard, poussant un chariot avec un moniteur portable. 2 reniflements autres officiers armés l'ont suivi, escortant Pamela dans la pièce. Ils l'ont placée sur une chaise en métal, face à mon père. Elle gardait le menton haut, projetant une image calculée de victime absolue. L'enquêteur ne lui a posé aucune question. Il a simplement connecté une tablette sécurisée au moniteur, et a appuyé sur lecture, sur les fichiers vidéo nouvellement extraits. L'écran lumineux a éclairé la petite pièce. Les images haute définition montraient le salon VIP, avec des détails d'une clarté cristalline. La chronologie commençait juste après la tasse de café. La caméra m'a capturé, m'éloignant de la zone des sièges, vers le couloir des toilettes. Au moment où j'ai disparu du cadre, Pamela a complètement laissé tomber son acte d'inquiétude. La vidéo la montrait clairement, tirant une petite clé de rechange en laiton de son sac à main de créateur. Elle s'est rapidement agenouillée près de ma valise en tissu gris. Aubrey s'est immédiatement placé devant elle, positionnant son corps pour bloquer stratégiquement le champ de vision des autres passagers et du personnel du salon. Pamela a déverrouillé ma fermeture éclair, a ouvert le compartiment principal, et a poussé la boîte lourdement scellée, au fond de la doublure. Elle l'a refermée à clé, en moins de 2 minutes. L'enquêteur a basculé le flux vidéo, sur la caméra du couloir. Elle me montrait sortant des toilettes, peu de temps après. Les images prouvaient que je ne tenais absolument rien. Mes mains étaient complètement vides, et mon manteau pendait à plat contre mon corps, physiquement incapable de dissimuler un paquet de la taille d'une boîte à chaussures. Pamela fixait l'écran. Sa posture arrogante a commencé à se fracturer. Avant qu'elle ne puisse tenter d'inventer un autre mensonge, concernant la vidéo, l'enquêteur a placé une épaisse pile de transcriptions imprimées, sur la table en acier. Il a annoncé qu'Aubrey avait officiellement renoncé à son droit de garder le silence. Désespéré d'obtenir une peine plus légère, et d'éviter de porter seul le chapeau pour trafic, Aubrey a donné à la division cybercriminelle son consentement écrit complet, pour fouiller son smartphone. Les techniciens ont contourné ses mots de passe, et ont extrait l'historique de leurs récents SMS. L'enquêteur a lu les messages à haute voix, pour le procès-verbal officiel. Les textes documentaient leur coordination explicite. Pamela avait ordonné à Aubrey de causer la distraction du café renversé. Aubrey a confirmé qu'elle était prête à filmer mon arrestation. Elles ont explicitement discuté de leur objectif, me faire enfermer dans un pénitencier, afin que mon père ait complètement mon nom, du fonds de placement familial. Les données numériques indéniables ont réduit le récit de Pamela en poussière. Elle est restée assise, complètement paralysée sur sa chaise en métal. La confiance suffisante s'est évaporée de ses traits, en un instant. Le sang s'est entièrement retiré de son visage, laissant sa peau d'un blanc crayeux et maladif. Reniflement, elle a ouvert la bouche pour parler, mais elle n'a pas pu produire une seule syllabe. Ses mensonges élaborés ont été complètement anéantis, par la réalité objective des séquences vidéo, et de ses propres messages textes vérifiés. Elle a regardé fixement la table en métal, réalisant que les autorités détenaient la preuve absolue de sa culpabilité. Près d'1 heure s'est écoulée, dans cet espace étouffant,
avant que la lourde porte en métal de la salle d'interrogatoire ne s'ouvre enfin. Nolan est entré. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait d'arriver pour des vacances en famille. Il portait un costume sombre impeccable et tenait une mallette en cuir renforcée. Juste derrière lui se tenait notre avocat d'affaires principal, portant sa propre pile de dossiers juridiques formels. Nolan n'était pas simplement resté en arrière pour organiser de la paperasse de routine. Il avait travaillé sans interruption tout au long de la nuit, et tôt le matin, contournant complètement le calendrier d'audit standard, pour accélérer son enquête. Il a posé sa mallette directement sur la table en acier, entre mon père et l'enquêteur. Il a déverrouillé les fermoirs en laiton, en sortant un document relié, explicitement étiqueté comme étant ses conclusions d'audit préliminaire. L'avocat d'entreprise est resté debout, observant silencieusement la pièce, pour s'assurer que toutes les actions à venir respectaient strictement les procédures légales. La présence de l'avocat indiquait la nature grave et irréversible des révélations à venir. Il ne s'agissait plus d'une simple dispute familiale. C'était une urgence corporative de grande ampleur. Nolan a tendu la première copie, directement à mon père. Il a remis la seconde copie, à l'agent de police. Nolan n'a pas perdu de temps avec des amabilités, ou de douces introductions. Il a détaillé la réalité financière brutale, de la société d'approvisionnement de mon père, au cours des 24 derniers mois. Le rapport préliminaire exposait un réseau de détournement de fonds, hautement sophistiqué, opérant juste sous notre nez. Pamela et Aubrey avaient systématiquement créé des dizaines de fausses factures de fournisseurs. Elles acheminaient les fonds de l'entreprise vers des comptes fictifs, déguisés en partenaires logistiques internationaux légitimes. Ensemble, elles avaient siphonné plus de 4 millions de dollars du budget opérationnel de l'entreprise. Pamela utilisait son accès illimité, en tant que directrice financière interne, pour approuver les transactions quotidiennes frauduleuses. Pendant ce temps, Aubrey gérait les sociétés écrans offshore, qui recevaient le capital volé. C'était un crime d'entreprise massif et hautement coordonné. Les feuilles de calcul détaillées, les reçus de virements bancaires et les numéros de suivi IP fournissaient une preuve indéniable de leur vol continu. L'avocat d'entreprise a confirmé qu'il rédigeait déjà les documents nécessaires pour geler formellement le reste de leurs actifs. Il a explicitement déclaré que chaque compte bancaire détenant les fonds volés avait déjà été identifié et signalé pour saisie immédiate par les autorités. Pamela et Aubrey ne possédaient absolument aucun endroit où cacher leur richesse illicite. La vérité a frappé la pièce, avec une force stupéfiante. L'incident entier de l'aéroport n'avait jamais eu pour seul but de me retirer du fonds de placement familial. Ce n'était qu'un avantage secondaire et pratique pour elle. Le coup monté au contrôle de sécurité était un écran de fumée désespéré et hautement calculé. Pamela savait que mon père faisait venir Nolan pour un examen financier complet. Elle savait que ces registres falsifiés ne survivraient jamais à un audit médico-légal professionnel. Elles avaient besoin d'une distraction catastrophique pour se sauver. Elles voulaient m'envoyer dans une prison d'État afin de fabriquer une crise familiale massive. Elles avaient calculé qu'une arrestation soudaine et choquante de sa fille aînée dévasterait complètement mon père. Elles s'attendaient à ce qu'il subisse une dépression psychologique totale, le forçant à reporter indéfiniment l'audit d'entreprise à venir, pour se concentrer entièrement sur ma défense pénale. C'était une tactique impitoyable et de sang-froid, pour leur faire gagner assez de temps, afin de liquider leurs actifs volés, et de fuir la juridiction de manière permanente. Elles avaient fermement l'intention de me laisser pourrir dans une cellule de prison, pendant qu'elles s'échappaient avec des millions de dollars de capital volé. Mon père fixait les registres financiers imprimés, reposant sur la table. Son expression s'est durcie, pour devenir un masque de fureur pure et glaciale. Il a réalisé que chaque commentaire négatif que Pamela avait jamais fait à mon sujet était une manipulation calculée, conçue pour l'isoler et protéger son entreprise criminelle continue. Depuis la salle d'observation adjacente, Pamela a soudainement commencé à hurler, à travers le système d'interphone. Elle a frappé des mains contre la vitre blindée, criant frénétiquement des excuses décousues, et blâmant désespérément Aubrey pour la création des comptes offshore.
Mon père n'a même pas regardé la fenêtre en verre. Il a simplement levé la main droite dans sa direction, exigeant un silence absolu. Il a refusé de lui accorder une seule seconde de son attention. L'enquêteur a hoché la tête en signe d'accord, fermant son bloc-notes. Il a ramassé son insigne, est sorti de notre pièce, et est entré directement dans la cellule de détention adjacente. À travers la vitre, j'ai regardé l'enquêteur saisir fermement Pamela par l'épaule. Il reniflement a officiellement lu ses droits Miranda à haute voix, détaillant ses chefs d'accusation de possession de produits illicites et de fraude d'entreprise, la plaçant en état d'arrestation immédiate et inéluctable. En fin d'après-midi, mon père et moi nous tenions dans le couloir silencieux du terminal. Nous avons regardé à travers les lourdes fenêtres en verre, faisant face à la route d'accès restreint de l'aéroport. À l'extérieur, plusieurs agents de police escortaient Pamela et Aubrey vers un véhicule de transport blindé et sécurisé. Pamela marchait la tête baissée, les poignets fermement verrouillés devant elle. Aubrey s'est légèrement débattu contre les officiers, mais ils l'ont poussé fermement, à l'arrière du fourgon. Les lourdes portes métalliques se sont complètement refermées, les coupant du monde extérieur. Mon père n'a pas détourné le regard, avant que le véhicule de transport ne disparaisse de sa vue. Il a sorti son smartphone de la poche de sa veste, et a immédiatement appelé son avocat d'entreprise principal. Il n'a pas hésité, ni demandé de conseil. Il a donné des ordres directs et intransigeants. Premièrement, il a demandé à l'équipe juridique de déposer une injonction d'urgence auprès du tribunal, afin de geler chaque actif personnel et partagé, lié à Pamela. Reniflement, il voulait qu'elle soit complètement bloquée hors du système bancaire, avant même que les autorités n'aient fini de traiter ses documents de mise en accusation, au commissariat central. Ensuite, mon père a appelé le conseil d'administration. Il a formellement révoqué l'habilitation financière exécutive de Pamela. Il a résilié son contrat de travail avec effet immédiat, invoquant une faute grave en entreprise, une fraude, et des accusations pénales actives. Le service informatique de l'entreprise a désactivé ses identifiants de connexion, son accès aux emails, et ses badges d'accès au bâtiment, en quelques minutes. Elle ne possédait plus aucune autorité sur l'entreprise, entièrement dépouillée du pouvoir corporatif, dont elle avait abusé pendant des années. Enfin, mon père a demandé à son avocat personnel de préparer les papiers du divorce. Il a exigé une séparation absolue, refusant toute négociation future ou discussion de règlement. Simultanément, l'équipe juridique a lancé une action civile massive contre Pamela et Aubrey pour récupérer les 4 millions de dollars qu'elles avaient détournés via les factures falsifiées. Mon père avait l'intention d'utiliser les preuves indéniables, issues de l'audit préliminaire de Nolan et de l'enquête policière, pour les saigner complètement à blanc, devant un tribunal civil. Il voulait s'assurer qu'elles passeraient le reste de leur vie naturelle, à rembourser chaque centime volé, les laissant avec absolument rien. Nous nous sommes détournés de la fenêtre du terminal, et avons marché lentement, en direction du hall principal. Il n'y a eu absolument aucune larme versée. Il n'y avait aucun chagrin persistant, ou soudain pardon. Le sentiment dominant était d'une clarté profonde et glaçante. Mon père voyait enfin la vérité absolue. La tumeur toxique qui infectait notre famille depuis des années avait finalement été excisée. Nous avons décidé de reporter notre voyage prévu à Londres, de quelques jours, pour gérer les retombées juridiques immédiates. Mon père s'est arrêté près des portes de sortie, et m'a regardé directement. Pour la première fois depuis des années, la tension subtile que Pamela avait soigneusement cultivée entre nous, avait complètement disparu. Elle avait passé d'innombrables heures à chuchoter des histoires inventées, tentant de me dépeindre comme instable et avide. Maintenant, la réalité indéniable de ses propres crimes graves, brisait complètement sa manipulation de longue date. Il m'a offert un bref et ferme signe de tête respectueux, reconnaissant les stricts protocoles de gestion des risques, que j'avais utilisés pour démanteler le piège. Nous sommes sortis de l'aéroport, et sommes montés dans la berline qui nous attendait. Le trajet de retour vers la ville s'est fait en silence, mais c'était un silence hautement sécurisant. La destruction chaotique qu'elles avaient prévue pour moi, les avait entièrement consumées à la place. L'Empire restait intact. Les fonds volés étaient identifiés,
et la menace principale, étaient définitivement neutralisées. La vérité la plus précieuse tirée de toute cette épreuve est que l'avidité voyage toujours aux côtés de l'aveuglement absolu. Lorsque vous utilisez des tactiques impitoyables et malveillantes, pour dépouiller les actifs et la réputation durement acquise d'une autre personne, vous laissez inévitablement des vulnérabilités fatales, dans votre propre plan. Creuser une tombe profonde pour y enterrer un membre de votre propre famille, ne fera qu'entraîner votre propre panique et votre égoïsme, vous poussant directement, au fond de cette même fosse. Il n'y a aucune trahison calculée, ou conspiration sinistre, qui puisse vaincre avec succès, une préparation minutieuse, et un esprit analytique complètement froid. La vérité objective, et une logique rigide, briseront toujours, la façade la plus parfaite et la plus soigneusement construite. Lorsque vous tentez de militariser le système contre une cible innocente, vous devez être prêt à faire face, aux conséquences dévastatrices, lorsque le système retourne toute sa puissance, contre vous à la place. Merci de m'avoir écouté, et d'être resté avec moi, jusqu'aux toutes dernières minutes de cette histoire. J'apprécie vraiment votre soutien continu, et votre engagement tout au long de ce voyage. Que pensez-vous des punitions légales et financières intransigeantes, infligées à Pamela et Aubrey ? Pensez-vous qu'elles ont eu exactement ce qu'elles méritaient ? N'hésitez pas à partager vos points de vue, et vos opinions, juste en bas dans la section des commentaires.